Les coups de feu ont été entendus et pendant peut-être 20 secondes, ce qui a semblé être beaucoup plus long. C'était pas une bonne idée d'être un Indien à cette époque-là, dans l'été de la crise d'Oka. Avant la crise d'Oka, on était un exotisme. Après Oka, les Québécois sont venus en disant « Oui, il y a des Autochtones au Québec, il y a 11 nations. Chaque nation a des revendications. » En tant que groupe de musiciens, Cashton, à l'époque, la province de Québec connaissait nos chansons. J'étais résident en chirurgie à l'Hôtel-Dieu de Montréal au mois de juillet en 1990. J'avais 29 ans. Père de famille, j'avais une fille de 4 ans à ce moment-là. J'étais soudeur. Et à l'époque, je travaillais dans une institution financière à Oka. On a été retiré des ondes. Les ondes de radio commerciaux, ça m'attriste encore aujourd'hui parce que on a été retiré des ondes pour ne jamais revenir. À chaque jour, il fallait que je me défende. Je me sentais comme écrasé. Je suis pointé du doigt comme responsable de la crise actuelle. Les gars de mon âge, un petit peu plus vieux, ceux qui étaient tous là, on a toutes des cicatrices de ce temps-là. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas réconcilié les problèmes qu'ils ont vécus depuis ce temps-là. Même moi. Je me rappelle encore, c'était dégueulasse, où on avait permis aux aînés et aux gens malades de Kahnawake de sortir de la communauté. Et les gens sont sortis dans une escorte. Là, ils étaient escortés par la police. Et les gens de Ville-la-Salle lançaient des cailloux sur la vitre, sur les autos des aînés, des gens malades. Il y a beaucoup de gens qui essayent de prendre la crise d'Oka, même aujourd'hui, et de romantiser la crise. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait rien de romantique de ce côté-ci. La crise, qu'est-ce que ça a apporté? Ça l'a sensibilisé au fait qu'ils ont des revendications qu'il faut écouter, qu'il faut entendre, qu'il faut travailler. Puis la crise a fait qu'il y a eu une fermeture totale. On a reculé de 30 ans. Puis 30 ans plus tard, on est encore dans la même position, à peu près dans la même. Espérons que non. Espérons qu'on va avoir des gens assez ouverts et assez compréhensibles pour qu'on puisse éviter ce genre de crise. On n'a rien fait depuis 90. On n'a pas fait grand-chose depuis 96, depuis la commission Rasmus-Dussault. On n'a fait que faire du surplace. Et le surplace entraîne de la misère sociale qui est de la poudre pour que la bombe répète une autre fois. On vit toujours avec la possibilité qu'une autre crise éclate. Parce qu'on n'a pas appris les bonnes leçons et les gouvernements surtout n'ont pas appris les bonnes leçons de la crise. Et on continue à répéter les mêmes erreurs qui ont mené à la crise. Force est de constater qu'après même 30 ans, il n'y a rien de réglé. Mais sachant aujourd'hui comment les communautés autochtones veulent fonctionner avec le monde alloctone, c'est beaucoup, beaucoup dans le dialogue, dans le respect. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de deuxième crise comme on a eu il y a 30 ans. Moi, je ne veux pas les laisser en héritage à mes enfants. Je ne veux pas leur laisser une confrontation. Je veux leur laisser une compréhension. C'est ce que je souhaite. Aller de l'avant avec les revendications territoriales qui ne sont pas réglées. Et ces revendications territoriales permettraient de développer un levier économique pour les Premières Nations.
Alors, j'espère, moi, pour nos enfants et nos petits-enfants, qu'on va pouvoir essayer de régler ces problèmes-là. Les régler avec compréhension, compassion. Et au niveau de la culture, il faut apprendre de l'autre. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut aussi... Ouais, tout passe par l'éducation, tout passe par là. Il faut une ouverture, mais une ouverture des deux côtés. Il faut avoir cette ouverture. Il faut venir nous voir, comme nous on a fait. On est allé vous voir.